Le premier sujet, c'est la révision de la liste électorale. Les enjeux de 2023, du 19 novembre au 10 décembre 2022 en Côte d'Ivoire et du 26 novembre au 10 décembre à l'étranger. C'est le démarrage de l'opération de révision de la liste électorale, une opération pour mettre à jour la liste électorale. Et pour comprendre ces enjeux, on en parle avec nos invités après ce sujet de Lévi Soyo. Cinquième du genre, l'opération de révision de la liste électorale est programmée du 19 novembre au 10 décembre 2022 sur l'ensemble du territoire national. À l'étranger, c'est la période du 24 novembre au 10 décembre de la même année qui a été retenue pour la diaspora ivoirienne. En application de la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante CEI, le processus vise à actualiser les données personnelles des électeurs, la radiation des personnes décédées, indûment inscrites qui ont perdu la qualité d'électeurs ou dont la radiation a été ordonnée par le pouvoir judiciaire. Après 2015, 2016, 2018 et 2020, l'opération est attendue par les populations ivoiriennes. C'est très important de faire la révision de la liste électorale parce qu'il y a de nouveaux majeurs. En tout cas, c'est important pour pouvoir voter son candidat. Si on n'est pas sur la liste électorale, ce n'est pas la peine d'aller voter. L'année passée, ils ont refusé de nous faire voter comme ça. Parce que moi, j'étais descendu dans mon village. Ils voulaient changer de liste, voter à Abidjan. Ils ont refusé, ils m'ont dit que non, ça ne doit pas se faire. Il fallait forcément que je vote là-bas. Et je suis allé voter là-bas. J'ai payé transport, alors que d'ici chez moi est très loin. Donc vraiment, la révision, vraiment, moi, ça m'intéresse beaucoup. Si les gens sont sincères dans la vérité, il faudrait que tout le monde participe sur la liste électorale. Vraiment, moi, c'est mon point de vue. Il ne faudrait pas qu'on enlève d'autres personnes et puis au profit d'un autre, et puis d'autres sont là. Vraiment, ça met des blessures intérieures dans le cœur. L'autre se dit qu'il est discriminé, il n'a pas d'avantage. Donc vraiment, ça amène des divisions. Donc pour moi, une liste électorale, tous ceux qui méritent de voter doivent passer par cette liste électorale. Si l'intérêt des populations à cette opération est manifeste, ce ne sont pas les partis politiques qui diront le contraire. Ils sont d'ailleurs regardants et même critiques sur chaque détail de la législation électorale. Dans un passé récent, l'opposition a demandé un audit de cette liste, ce qui dénote de l'enjeu autour de la révision de la liste électorale 2022. C'est la cinquième opération du genre. Et Bro Preston, selon vous, quels sont les enjeux de cette révision de la liste électorale? Bon, les enjeux sont véritablement importants. Il faut mettre à jour la liste électorale. Aujourd'hui, nous avons une liste qui a un effectif de à peu près 7,5 millions. Parce qu'en 2010, on était à 5,5 millions. En 2020, on s'est retrouvé à 7 millions. Et maintenant, on veut aller autour de 10 millions. Je crois que la population cible qui est visée, les nouveaux majeurs, est à peu près 4 millions. Et la CEI, je crois, compte avoir au moins 2 millions pour cette révision-là. Et c'est pour préparer les élections locales de 2023. Mais en point de mire, c'est la présidentielle de 2025 qui préoccupe beaucoup de personnes. On aura l'occasion d'en parler. Boga Sivori. Évidemment, c'est très important, la révision de cette liste électorale. D'abord, pour réajuster cette liste-là. Vous savez, le code électoral prévoit qu'on révise la liste chaque année. J'observe que l'année dernière, en 2021, l'opération n'a pas eu lieu. Donc, cette année, elle aura lieu pour les 2 années, 2020-2021. Et donc, ça va permettre de non seulement radier ceux qui sont morts, radier ceux qui n'ont plus le droit de vote, mais il va surtout permettre aux nouveaux majeurs de s'inscrire sur la liste électorale et puis faire en sorte que ceux qui ont été omis s'inscrivent sur la liste électorale. L'enjeu, c'est qu'il faut que, quand on organise une élection, sa crédibilité dépend d'abord de l'intérêt des populations par rapport à cette élection-là. Et ça dépend d'abord du nombre des gens qui sont inscrits sur la liste. La Côte d'Ivoire fait aujourd'hui près de 30 millions d'habitants. Alors que sur les listes antérieures, nous avions 5 millions, 6 millions, ce n'est pas suffisant. On vise aujourd'hui 2 millions. On peut aller au-delà. Si la révision elle est bien faite, alors beaucoup de nos populations prendront part à cette élection-là. Bamba Idrissa, comme disait tout à l'heure Boga Sivori, est-ce que l'enjeu finalement, ce n'est pas plus le nombre de personnes à inscrire que tout? Mais bien évidemment, je pense que c'est pour les partis politiques, comme pour les Ivoiriens tout court,
le plus important ici, c'est d'inscrire le maximum de personnes sur la liste électorale. Comme a dit Bruce Preston, les enjeux, ce sont les élections à venir, 2023 et 2025. Donc tous les partis politiques vont se mettre à la manœuvre. Il faut inscrire le maximum d'électeurs. Et l'autre enjeu ici, c'est les nouveaux majeurs. C'est important. Je crois à partir de 18 ans déjà, il faut que ceux-là soient sur la liste électorale. Parce que c'est eux qui vont décider aussi de l'avenir de ce pays-là. Il est important que chacun aille s'inscrire sur cette liste électorale. Alors, Sylvain Debailly, qu'est-ce que vous avez à dire sur les enjeux de la révision de la liste électorale? Merci, Kodo, et merci à la RTI qui nous invite à ce débat. Je pense que la révision de la liste électorale a quand même plusieurs enjeux, parce que c'est elle qui polarise aujourd'hui toutes les attentions, mais surtout les attentions politiques. Donc, il y a des enjeux majeurs, notamment des enjeux politiques. Ici, nous savons que quand on parle de la révision de la liste électorale, c'est bien pour aller à une élection. Et ceux qui sont les plus intéressés par l'élection, c'est d'abord les politiques. C'est d'abord les politiques. Donc, vous verrez bien que sur le terrain, déjà, on annonce la révision en partie du 19 novembre jusqu'au 10 décembre. Ils sont déjà à pied d'œuvre. Je veux parler des politiques. Ils sont déjà à pied d'œuvre et pour faire inscrire le maximum d'électeurs. Parce que déjà, on se dit que inscrire le maximum d'électeurs sur la liste électorale nous donne beaucoup plus de chances de remporter les élections. Il y a également, entre autres enjeux politiques, il y a les nouvelles inscriptions. On l'a rappelé ici tout à l'heure avec les nouveaux majeurs qui sont aujourd'hui la cible de la plupart des partis politiques parce que le dernier recensement nous donne 75% de notre population qui a moins de 35 ans. Donc aujourd'hui, c'est vers ces jeunes-là que tout le monde a envie d'aller parce que c'est là-bas qu'il y a du vivier. Alors, il faut donc leur faire la cour pour pouvoir les intéresser à la chose politique. Il y a également que des personnes, et non des moindres, ont été radiées de cette liste électorale. Ce sera pour eux l'occasion peut-être de relancer leur dossier. Et à ce niveau, je veux parler notamment du président Gbagbo, qui, vous savez, est radié de la liste électorale. Et peut-être que cette révision lui permettra de ramener son dossier, voir comment la CEI va l'analyser et puis le réinscrire sur cette liste. Il y a également des enjeux du point de vue de la communication. Aujourd'hui, on parle de la liste électorale, mais on a l'impression que c'est une affaire seulement des médias. On a l'impression que c'est une affaire peut-être des politiques. On ne sent pas, à la base, on ne sent pas les populations intéressées par cette révision. Votre élément vidéo l'a peut-être montré, mais vous voyez, je n'ai pas vu, cependant, on n'a pas vu la tranche, on n'a pas vu au niveau de ceux qui sont intervenus, je n'ai pas vu de jeunes, mais c'est des gens peut-être du troisième âge qui savent peut-être les enjeux de cette élection. On aurait dû peut-être interroger des jeunes pour savoir s'ils sont intéressés. Donc, il y a des enjeux au niveau de la communication. On en parlera ici, de toute façon. Oui. Au niveau de la communication, la CEI ne doit pas se limiter à la communication institutionnelle. Je crois qu'il faut y associer tous les leaders de communauté, parce que c'est ceux-là qui parlent à ceux qui sont sous leur coupole. Et puis bon, et pour finir, ce sera l'occasion, cette révision de la liste électorale, de mesurer l'adhésion des populations au discours politique. Est-ce que quand les politiques parlent, est-ce que ça parle aux populations? Est-ce que les populations sont sensibles à ce discours? Parce qu'elles vont aller voter, c'est les populations qui vont aller voter. Il faut que ceux qui sont en face, il faut que ceux qui prennent le discours politique soient écoutés. Ben, on a l'impression, ça c'est mon impression personnelle, d'une certaine lassitude au niveau de notre population et il appartiendra donc aux hommes politiques de réveiller cette population qui ne se sent plus concernée par la chose électorale. Alors, Boga Sivori, on parlait tout à l'heure de l'intérêt qu'il y a surtout au niveau des nouveaux majeurs qui, visiblement, ne se sentent vraiment pas intéressés. Ce n'est pas la première opération, on a vu ce qui s'est passé pour la 4e opération, mais les nouveaux majeurs, vraiment, ne s'y intéressent pas. Mais pourquoi et comment faire, justement? Le problème est beaucoup plus profond. Vous savez, quand on parle de liste électorale, ça fait nécessairement appel à la carte nationale d'identité dont on a besoin pour aller à l'élection.
Vous savez aujourd'hui que la carte nationale d'identité, elle est chère pour être établie. C'est 5 000 francs. Oui, mais 5 000 francs, ce n'est pas rien. Moi, je suis chef de village. Je suis avec une population rurale. Des gens, il y en a des populations rurales qui vivent quelquefois à près de 50 km du centre-lieu, du chef-lieu de sous-préfecture, où il faut venir établir la carte nationale d'identité. Vous parlez de 5 000, mais peut-être que le gars paye le transport, 2 500 francs, pour venir en ville, faire le certificat de nationalité, faire la copie de jugement. Ensuite, aller faire le casier judiciaire. Et puis, maintenant, aller... Mais tous ces dossiers, tenez-vous bien, on ne les délivre pas le même jour. Hein. Il vient, il en fait la demande, il doit repartir. Peut-être qu'il va faire 3 voyages. Donc, la carte nationale d'identité, au lieu de coûter 5 000 francs, peut coûter 15 000 francs. Le coût est élevé, il faut le reconnaître. Je ne comprends pas pourquoi l'État tient à faire payer la carte nationale d'identité. Je ne comprends pas. Je pense que l'intérêt de l'État, c'est de faire en sorte que les populations aient la pièce d'identité. C'est d'abord le devoir de l'État. Il faut que les citoyens aient leur pièce d'identité. Ce n'est pas seulement pour le vote, mais pour beaucoup plus, pour la vie elle-même. Mais vous savez que les populations rurales, dans leur vie quotidienne, eux n'ont pas besoin de la carte d'identité. Alors, plus vous la faites chère, plus ils ne s'intéressent pas. Plus ils ne s'intéressent pas. Alors qu'il leur faut ça, il faut que l'État les encourage à avoir la pièce d'identité. Vous voyez, les années passées, les régimes passés, sous le président Gbagbo, on a fait la carte d'identité gratuitement. Ça n'enlève rien. Une opération spéciale sur du... Oui, mais même que ce soit spécial ou pas, ça ne coûtera rien à l'État. À un moment où notre économie grimpe, où on est à plus de 2 chiffres de croissance, qu'on offre la carte d'identité aux Ivoiriens. Ça leur permettra de s'inscrire sur les listes électorales en très grand nombre, s'intéresser à ça, et puis ça leur permettra d'aller au vote pour qu'on ait un taux élevé de participants aux élections qui viennent. Ça, pour moi, je pense que c'est l'État a intérêt à ça. Qui n'ont pas la carte d'identité, mais ceux qui ont la carte d'identité, qui sont nouveaux majeurs, quel est votre... Je vois que Debelle veut réagir, ce sera juste après vous, allez-y. Mais je pense que, vous savez, l'élection, c'est un devoir de citoyen. Ceux qui ont les pièces d'identité, qui ont les moyens et qui ne vont pas à la révision de la liste électorale, qui ne vont pas voir s'ils sont inscrits ou pas, ou qui ne vont pas pour les nouveaux majeurs, qui n'accourent pas pour aller s'inscrire, moi, je pense que c'est une erreur. C'est une grave erreur. Plus on entre dans la vie active, plus on devient responsable, plus on doit s'intéresser à la vie de la nation. Et la vie de la nation, ce sont d'abord les élections. Les élections. Parce que ceux qui décident de l'avenir de la nation, ce sont les élus, en premier lieu. C'est le président de la République, c'est les députés, c'est les sénateurs. Et puis, bon, les autres suivent. Donc, il faut s'intéresser à ça. Il faut prendre part à la vie de la nation. Donc, moi, je les exhorte à courir pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Les nouveaux majeurs qui ont, évidemment, les cartes d'identité. Ceux qui n'en ont pas, n'ont qu'à aller rapidement se faire une attestation d'identité pour aller s'inscrire en attendant qu'ils aient la pièce d'identité. Même je pense, et c'est un plaidoyer, que l'État devrait faire en sorte que la pièce d'identité soit gratuite dans cette période-là. Oui, Sylvain Debailly. Oui, sur le problème de la carte d'identité, c'est vrai, ce que souligne Boga Sivori, cela est vrai. Mais en même temps, l'État s'est rendu compte que c'est un problème majeur, de sorte que pour trouver une solution à cela, on a dû élargir un peu la gamme des pièces qu'il faut fournir. Et donc, désormais, en plus de la carte d'identité, on demande, l'une ou l'autre des pièces, les certificats de nationalité, bien d'autres documents pour pouvoir se faire inscrire sur la liste électorale. Mais au-delà de tout ça, il y a qu'aujourd'hui, le problème de l'inscription sur la liste électorale est devenu est finalement pris en otage par les politiques parce qu'ils se sont rendus compte qu'en imposant la carte d'identité, en faisant payer la carte d'identité, cela était difficile pour les populations, de sorte que ce sont les mêmes politiques qui vont dans leur région mettre la main dans la poche pour pouvoir payer ces cartes-là à leurs électeurs. Et là, il y a une sorte de sélection qui est faite et qui est malsaine. Là où l'État devait s'engager pour tout le monde, puisque l'État il est impartial, c'est maintenant les cadres, et surtout ceux qui détiennent la manne financière, c'est-à-dire notamment les cadres du parti au pouvoir, parce que c'est là-bas
qu'il y a l'argent en ce moment, c'est ceux-là qui ont les moyens de payer des cartes d'identité pour leurs militants. Pendant ce temps, les partis de l'opposition qui n'ont pas grand moyen, se débrouillent aussi pour pouvoir faire inscrire le maximum. Donc l'enjeu est quand même assez important. Oui, d'accord, Brou Preston, et puis on aura Bamba après. Bon, je crois que Boga a trop fait de mettre tout sur la carte d'identité. Il a parlé au temps du président Laurent Gbagbo, la carte d'identité, elle était gratuite. C'était en 2010. Mais en 2010, l'effectif était à 5,5 millions. Hein. Donc, ce n'est pas ça qui empêche. Il y a d'abord l'offre politique. Est-ce que les jeunes majeurs aujourd'hui, est-ce qu'ils ont envie d'aller vers la politique? C'est ça. Sinon, la carte d'identité, il met pas du monde rural. C'est vrai qu'on peut avoir des problèmes. Mais à Abidjan, c'est-à-dire que dans les grandes villes, les gens ont la carte d'identité, mais souvent, ils ne se bousculent pas. La preuve, souvent, lors des opérations de révision des listes électorales, la CEI est souvent obligée de prolonger les dates. Partout, les gens n'y vont pas. Donc, je crois qu'on doit aller un peu au-delà de la carte d'identité seule. Elle ne peut pas constituer le seul obstacle qui empêche les gens de se faire élire. Il a dit une fois qu'en principe, la loi autorise ou bien permet que la révision soit annuelle. Mais généralement, quand on le fait, souvent les gens ne viennent pas. Or, il y a un coût. Pour cette opération de 2022, je crois que selon mes sources au niveau de la CEI, c'est à peu près 5 milliards, plus de 5 milliards. Donc l'État, souvent, les attend les années électorales où il y a l'engouement, tout le monde est motivé quand il y a l'élection. C'est pourquoi, généralement, je ne dis pas forcément que ça ne doit pas se faire, mais en le faisant à la veille des élections, il y a un engouement. Les partis politiques s'impliquent, l'État s'implique. Et puis les gens essaient d'aller vraiment se mettre sur la liste électorale. C'est important que chacun se mette sur la liste électorale, se fasse inscrire pour participer aux élections parce que ça concerne tout le monde. Mais ce n'est pas seulement la carte d'identité qui est l'obstacle majeur qui empêche les gens d'aller se faire enrôler. Bamba Idriss? Alors moi je pense que personne ne cracherait sur la gratuité. Mais en même temps, il faut comprendre que l'État aussi peut avoir des contraintes financières. Je crois que beaucoup de personnes ont dit aussi, la population électorale a grossi. Donc l'État aussi peut avoir des difficultés au niveau des finances. Ça peut se comprendre. Mais il faut aller au-delà de l'argent, du pécule qui permet d'avoir la carte d'identité. Qu'est-ce que les hommes politiques disent aujourd'hui aux Ivoiriens? Est-ce que leur discours est audible? Est-ce que leur attitude qui a favorisé des différentes crises n'a pas découragé les Ivoiriens? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on sensibilise. On demande que tout le monde aille se faire inscrire sur la liste électorale, mais il y a le discours politique qui est important. Déjà, nous assistons... Est-ce que vous pensez qu'il y a une rupture, en fait? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire, qu'il y a une rupture entre le discours politique et le citoyen ivoirien ordinaire? En réalité, c'est que le citoyen ivoirien n'a plus confiance aux politiques. Voilà, parce que le discours et le comportement ont montré aux Ivoiriens qu'ils ne sont finalement pas crédibles. Donc, il y a forcément un fossé. Donc, il faut revenir à l'éthique au niveau de la politique et puis faire en sorte que les Ivoiriens s'intéressent à nouveau à la politique. Aujourd'hui, on essaie de colmater les brèches, mais difficile. Donc, il faut changer le discours. Alors, est-ce que pour vous, c'est suffisant de le dire ainsi, qu'il y a une rupture entre le discours politique? Est-ce que la population en pense, qui visiblement explique ce faible taux? Moi, je ne sais pas s'il y a rupture entre le politique et les populations, mais le dire comme ça, c'est réduire l'obtention de la carte d'identité aux politiques. Mais ici, on parle de révision de la liste électorale. Oui, bien sûr, on parle de la révision de la liste électorale, mais je veux dire que l'État, son devoir, c'est de voir d'abord ses citoyens être dans les règles. Donc avoir la pièce. C'est son devoir. Alors qu'on dise, il y a le coût, d'accord, mais hier, l'État, on était en guerre, en période de guerre. Les ressources étaient forcément moins quand le président Gbagbo a fait la carte d'identité gratuitement. Aujourd'hui, tout le monde est unanime à reconnaître que notre économie grimpe, qu'on est à plus de 2 chiffres de croissance. L'État peut faire cet effort. Moi, je pense. Alors, je voudrais dire à mon ami, rebondir à ce que Preston a dit, quand il dit la révision, c'est chaque année, mais
puisque les gens n'accourent pas, l'État peut attendre la veille des élections, mais c'est une faute de l'État. La loi, c'est la loi. La loi électorale dit, la révision de la liste, c'est chaque année. L'État a l'obligation de le faire. L'État a l'obligation de le faire, ça éviterait d'amasser les populations en même temps. Parce que ce qu'on n'a pas fait pendant 2 ans, si tu veux le faire en une année, il y aura plus de monde et forcément, on n'arrivera pas à prendre le maximum de monde, les gens vont se bousculer, je pense. Il faut le faire chaque année pour que les gens aient le temps, ceux qui peuvent le faire, ils le font. L'année d'après, ceux qui l'auront fait après, ils ne seront plus là. Et ça va faire en sorte que les choses vont aller de mieux en mieux. Mais je voudrais juste dire que, pour le moment, là, ce n'est pas le discours politique, la révision de la liste. Le discours politique, c'est quand on va inviter les gens à aller voter, que le citoyen va écouter le discours politique de l'homme. Il va voir qu'est-ce que le politique lui propose. Mais ici, on lui dit d'aller exercer, de se donner les moyens d'aller exercer son droit civique, son droit de citoyen. Il n'a pas besoin d'écouter le discours politique d'abord. Est-ce que le discours me permet d'y aller ou pas? C'est est-ce que, oui ou non, j'ai le devoir de participer au choix des élus de mon pays? Si oui, je dois y aller sans tenir compte, pour le moment, du discours des gens, des discours des hommes politiques. Il faut que moi-même, je me dise que j'ai un devoir à accomplir et qu'en tant que citoyen, c'est mon devoir. Oui, c'était la question je que dois m'en donner les moyens. De poser justement. On a donc l'impression que le citoyen lui-même refuse de jouer le jeu démocratique, le jeu politique, le jeu citoyen tout court. Sylvain Debailly. Oui, mais je veux dire qu'à ce niveau, il n'y a pas de données empiriques, il n'y a pas eu d'études qui nous montrent de façon vraiment conséquente la relation entre le discours politique et l'adhésion des électeurs. Je le disais tout à l'heure, que cette révision était aussi une occasion pour les politiques de mesurer leur audience auprès de ceux qui les élisent. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devrions constater? Que quand on se met du côté du RHDP, on chante vraiment les résultats de la gouvernance. Je me dis alors que quand la CI dit qu'il y a la révision de la liste électorale, ces jeunes du RHDP-là devaient se bousculer devant les bureaux de la révision parce qu'ils voudraient faire gagner à tout coup leur champion. Si du côté de l'opposition, les jeunes devraient se dire, ou alors tous ceux qui sont intéressés par la chose électorale devraient se dire, ben, nous critiquons cette gouvernance, voici que l'occasion nous est donnée d'aller sanctionner ce que nous décrions tout le temps. Et donc, eux aussi, avec ces arguments-là, devaient se bousculer devant les bureaux de la révision de la liste électorale. Mais je pense qu'on a encore quelques jours, jusqu'au 19, pour pouvoir faire le constat. Mais pour ce qui nous est déjà donné de voir, je crois qu'il y a un certain décrochage qui peut se justifier par ce que les amis ici sont en train de dire que la politique, est-ce que ça intéresse encore les jeunes? On a du mal à répondre par la négative. Mais il leur appartient, de mon avis, aux politiques de changer de paradigme, d'avoir une nouvelle approche de prôner le discours. Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour nos jeunes? Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour les gens du troisième âge? Je pense que c'est ce que certains appellent ici le discours politique. Est-ce que ce discours-là, il est attendu dans la masse? Parce qu'après tout concourt au bien-être de la masse, au bien-être des Ivoiriens. Est-ce qu'ils adhèrent à ce que les politiques disent? Et c'est ça qui devrait les mobiliser à aller vers la révision de la liste électorale. Bouri Bamba. Moi, je voulais insister sur le discours politique. C'est important parce que, ici, qu'est-ce que vous voulez que des jeunes qui ont pris l'habitude maintenant d'assister aux violences avant, pendant et après les élections, qu'est-ce que vous voulez que ces jeunes-là, pourquoi voulez-vous que ces jeunes-là aient la volonté d'aller s'inscrire sur une liste électorale? Puisque l'objectif ici, c'est d'aller aux élections. Oui. Alors, si on a peur, mais pourquoi vous voulez qu'ils aillent sur la liste électorale? Donc, il faut revoir le discours politique. Oui. Et puis changer de paradigme, comme l'a dit. Au-delà même du discours politique, il y a souvent le comportement des hommes politiques qui découragent. Je prends des exemples simples. Il y a des gens qui sont élus, mais sur une bannière politique. Dès qu'ils sont élus, 2 jours après, ils changent.
ils vont dans un autre parti. Mais ça, ce n'est pas des bons exemples. Ça ne peut pas encourager les électeurs et plus, encore moins les jeunes à vouloir aller vers la politique. Ça décourage. C'est-à-dire quelqu'un qui a été élu sous la bannière, je dis n'importe quoi, du PDCI, et puis après, il change, il va au RHDP, il va ainsi de suite. C'est-à-dire que cette transhumance-là, ça, c'est des facteurs décourageants. Alors justement, puisqu'on parle d'élections, l'opposition ne va certainement pas bouder la participation aux élections locales de 2023. Selon vous, quels sont les enjeux de ce scrutin? Est-ce que ça va redéfinir les différentes bases de chaque parti, Boga Sibori? Bien entendu, vous savez, un parti politique, il ne vaut que par ses élus. C'est très important. Un parti politique, c'est d'abord les élus. C'est par ça qu'on mesure l'implantation d'un parti, sa présence sur le terrain, son importance sur l'échiquier politique national. Donc, ces élections-là sont importantes pour chaque parti. C'est pourquoi, justement, quand nos amis le disent, c'est vrai, les partis politiques devraient faire plus de la sensibilisation en ce moment, pour que les citoyens qui sont en âge de le faire s'inscrivent sur la liste électorale. Il faut qu'ils le fassent en grand nombre. Parce que je dis souvent, mais c'est vrai ce qu'on nous dit par rapport au discours politique des hommes. Mais moi, je crois que ça doit motiver davantage la jeunesse qui monte pour remplacer cette classe politique, pour la renouveler. Pour la renouveler. Il ne faut pas se résigner. Il ne faut pas se résigner. Il faut dire, ben mais écoute, il faut que nous, la nouvelle génération, nous fassions mieux que ceux qui sont là. Donc, il faut se donner les moyens. Et se donner les moyens, c'est d'abord être présent sur la liste électorale où on décide de la vie de la nation. Donc, ils doivent venir. Peut-être un dernier élément avant de passer au deuxième sujet avec Sylvain Debailly. Voilà. Oui, je pense que ces élections locales, elles sont locales. Celles qui arrivent là, 2023, c'est les municipales et c'est les régionales. On a beau dire que ce ne sont pas des élections politiques, mais très vite on est rattrapé par cette réalité-là. Ce sont des élections politiques, puisque ce sont des partis politiques qui proposent des candidats. Bien sûr, avec une certaine dose de candidats indépendants, mais après tout, les politiques s'en servent pour faire leurs statistiques et leurs bilans. Donc ce sont des élections politiques, mais qui vont redessiner le paysage politique de la Côte d'Ivoire. Vous savez, nous sommes dans une reconfiguration politique après une certaine période, après donc 2020, où il y a eu l'élection présidentielle assez mouvementée. C'est en 2023 qu'il y a une élection qu'on va appeler, si on était dans le système américain, de l'élection de mi-mandat. Donc, qui permettront donc au pouvoir de mesurer un peu son audience encore auprès des populations, son emprise, et ces élections vont également permettre à l'opposition de glaner des bastions, peut-être de reconquérir, disons, des bastions perdus. On a vu un peu les trois grands partis politiques, en tout cas, qui se bousculent un peu sur la scène politique ivoirienne. C'est le RHDP, c'est le PDCI et désormais le PPACI, qui était à l'époque EDS. Et donc, avec les résultats qu'ils ont eus en 2020 et puis 2021, 2023 va permettre pour certains de confirmer leur emprise ou alors de contester en tout cas l'emprise du parti au pouvoir, parce que l'enjeu aussi c'est ça. Est-ce que le PPACI par exemple et le PDCI qui ont gagné Yopougon vont conquérir la mairie? Est-ce qu'ils étaient dans une dynamique assez favorable? Est-ce qu'à Bobo, le RDA ou le RHDP va tomber? C'est une compétition que nous allons suivre. Alors, le dernier sujet, c'est à l'international, le procès du 28 septembre en Guinée, quelle issue? Et c'est le 28 septembre dernier, justement, que s'est ouvert le procès sur les massacres du 28 septembre 2009, soit 13 ans jour pour jour après les faits. La répression des meetings de l'opposition avait fait plus de 150 morts, une centaine de femmes violées. Dans le box des accusés, 11 inculpés, dont le chef de la junte Moussa Dadis Camara et Aboubacar Sidik Diakité dit Toumba. Voyons d'abord cet élément de Devi Soyo. Qualifié d'historique, le procès sur le massacre au stade du 28 septembre de Conakry s'est ouvert 13 ans après les faits. Le 28 septembre 2022, le tribunal criminel de Dissine voit défiler à la barre l'ex-président Moussa Dadis Camara et 10 autres anciens responsables militaires et gouvernementaux.
dont Tieglobo Kamara, Claude Pivi, Marcel Guilavogui, Cécé Abba et Sidiki Diakité, alias Toumba. Ils sont accusés d'une litanie de crimes, de violences sexuelles, actes de torture, enlèvement, séquestration, incendie et pillage. Le 28 septembre 2009, suite à une manifestation des partisans de l'opposition guinéenne au stade du 28 septembre de Conakry contre le projet du chef de la junte militaire au pouvoir de se présenter à l'élection présidentielle, a été réprimé dans le sang par l'armée. Ce jour-là, les militaires ont ouvert le feu sur une foule de 50 000 personnes. 150 ont été tués et 109 femmes ont subi des crimes sexuels. Depuis l'ouverture du procès, ils sont pour l'heure 3 qui ont comparu devant le juge, notamment Sidiki Diakité, plus connu sous le sobriquet de Toumba. L'ancien aide-de-camp de l'ex-chef de l'État a nié toute responsabilité dans le massacre. Débuté il y a près de 2 mois, les populations guinéennes, la communauté internationale et surtout les familles des victimes se posent une seule question. Quelle sera l'issue du procès? Alors d'abord, messieurs, pourquoi le procès n'a pas eu lieu depuis longtemps, comme le disent certains observateurs de la vie politique en Guinée et même ailleurs, notamment sous la présidence Alpha Condé, Bruce Preston? Bon, ça, ce n'est pas à nous de répondre à cette préoccupation. Ce que nous savons, c'est que l'enquête qui a été menée par les juges d'instruction en Guinée, ouverte en février 2010, a été bouclée en fin 2017. L'enquête a été bouclée en fin 2017. Et de 2017, c'est maintenant, sous la jeune, que le procès a commencé. Alpha Condé, le professeur Alpha Condé, qui avait un régime civil, bon, pendant 10 ans, il n'a pas cru bon, si vous voulez, que le procès ait lieu. On constate que le procès n'a pas eu lieu sur Alpha Condé, tout simplement parce que, bon, il y avait beaucoup de militaires, de mon point de vue, qui étaient impliqués dedans, qui étaient peut-être des piliers de son pouvoir. Donc, vous n'avez pas scié la branche sur laquelle il était assis. Bon, il a laissé le procès, n'a pas pu se faire. Et puis, bon, c'est maintenant que le procès a commencé. On espère qu'on aura des résultats, on aura des condamnations. Mais ça aussi, il ne faut pas se leurrer. Parce que cette justice-là, de mon point de vue, est en train d'être instrumentalisée. Parce que de 2009, de septembre 2009, c'est maintenant que la justice se met en branle pour que le procès ait lieu. Mais il faut espérer. De toute façon, c'est une victoire. Le fait même qu'il y ait le procès constitue une victoire pour les ONG qui ont vraiment milité en faveur que le procès ait lieu. Aujourd'hui, c'est une victoire, on peut considérer. Maintenant, l'issue, attendons pour voir. Que vaut un procès Boga Sivori sous une transition militaire, un procès surtout de ce type? Je veux d'abord m'étonner que ce procès n'ait pu commencer sous Alpha Condé. Et sous le procès, c'est ça. Parce que voilà quelqu'un qui, dans l'opposition, a donné l'image d'un démocrate. Alors, moi, je pense que sous son pouvoir, il aurait pu engager ce procès parce que ce sont des crimes graves, qui sont des crimes attentatoires aux droits de l'homme, à la vie humaine. Je n'ai pas compris pourquoi ça n'a pas eu lieu sous son pouvoir. Je n'ai pas la réponse, mais je m'étonne. Alors, ce procès-là, pour moi, il y a deux intérêts pour moi. Bon, l'issue ne dépend pas de nous, hein. On observe, il y aura certainement des condamnations. Mais il y a 2 choses qui m'intéressent dans ce procès. Premièrement, le fait que le procès ait lieu. Ce procès a lieu me fait penser que désormais, il n'y aura plus d'impunité. Il ne faut plus que les chefs d'État qui arrivent à la tête de nos États, de quelque façon que ce soit, pensent qu'ils ont droit de vie et de mort sur les populations. Qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, sans que rien ne leur arrive. Vraiment, c'est d'abord ça que ce procès a ma grande satisfaction. Ce procès a lieu pour montrer qu'on ne peut plus tout faire impunément. Ça, c'est la première des choses que j'observe. On ira plus loin après. Deuxième chose, c'est que ce procès a lieu en Guinée. Il a lieu en Guinée. C'est une réaffirmation de leur souveraineté. Ils n'ont pas amené les gens à la haie. Ils ont fait confiance à leur justice. Et ils ont agi à un pays responsable.
qui est jaloux de sa souveraineté. Quand vous voyez, par exemple, Toumi, dont on parle, quand son avocat, Toumba, dont on parle, Toumba, quand son avocat lui dit, vous voyez, on aurait pu, si c'était à la CPI, mais ça aurait été plus facile. Il dit non, nous sommes en Guinée. Nous sommes un pays souverain. Ça veut dire qu'il est jugé par le juge et il est content que ce soit la justice de son pays qui le juge parce que c'est une affirmation, pour ne pas dire réaffirmation, de la souveraineté de son pays. Voilà pour le moment les deux dimensions qui m'intéressent dans ce procès. D'accord. Alors, Sylvain Debailly, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce procès? Oui, mais il faut attendre de ce procès que les coupables soient condamnés, payent le prix de leur forfait, parce qu'aucune opinion ne pourrait comprendre comment une répression puisse s'abattre sur des gens qui étaient donc dans un endroit fermé, le stade du 28 septembre en l'occurrence. Et puis, ce procès va également est une bonne réponse pour l'histoire, pour la justice, pour la lutte contre l'impunité. Quand vous regardez aujourd'hui ceux qui sont ceux qui sont à la barre, c'était les puissants d'hier. Moussa Dadis Camara et ses compagnons de la junte, c'était les puissants d'hier. Aujourd'hui, ils sont réduits à leur plus faible expression. C'est déjà là une victoire de la justice. Mais au passage, je voudrais également saluer la grandeur d'esprit, même s'il a été contraint quelque part, la grandeur d'esprit de Dadis Camara, qui est rentré de son exil pour répondre de ses actes. On peut dire tout ce qu'on veut du régime militaire qui, une fois arrivé en Guinée, l'a arrêté et l'a mis au cachot. On peut dire ce qu'on veut, mais il est heureux que la justice, enfin, puisse se prononcer sur cette tâche indélébile dans l'histoire de la Guinée. Et donc, Boga l'a dit tout à l'heure, je crois qu'à un moment donné, la CPI s'est intéressée à ce dossier. Et bon, le président Condé était au pouvoir, il a donc dû manœuvrer pour ne pas que la CPI aille plus loin que ça. Et Preston dit que des enquêtes ont commencé, et c'est sous Condé que ces enquêtes-là sont terminées en 2017. Si je... Fin février. Fin 2017. Voilà, donc le régime Condé a donc poussé un peu. Et c'est le régime militaire qui vient parachever. Mais en même temps, il faut le dire, ce procès-là ne doit pas être un blanc-seing pour le régime militaire. Ce ne sera pas une bravoure. Il faudrait qu'après ce procès, après les résultats qu'il va y avoir, il faudrait que la Guinée revoie un peu son histoire et tire des leçons de cette aventure-là, de cette aventure funeste-là. Alors, on a entendu une junte qui arrive et puis qui commet des exactions. Mais ceux qui jugent aujourd'hui, ils doivent savoir que c'est leurs confrères, les militaires qui ont commis ces actes-là. Ce procès doit leur parler. Alors, il y a un accusé qui, aujourd'hui, semble être, disons, la star, parce qu'apparemment, c'est avec lui que commence ce procès. Toumba Show. Qui pourtant avait commencé depuis, vous avez dit, Toumba Show. Alors, Toumba s'est désolidarisé, on a l'impression, puisqu'il sape la cohésion des accusés. Il est vraiment hors de la défense en ligne qui avait été organisée. Est-ce qu'on peut dire que Toumba est en train de faire éclater la vérité, Bro Preston? Bon, au-delà de la théâtralisation du procès, moi je crois que Toumba est inculpé. Il était le chef de la garde présidentielle. L'aide de camp du président. L'aide de camp, mais il était le patron des Bérets Rouges. C'est-à-dire que la force d'élite, là, c'était lui le patron. Et ce sont ces éléments-là qui étaient là, ce sont ces éléments-là qui ont commis des actes dont il ne peut pas aujourd'hui, de manière théâtrale. C'est vrai qu'il joue, mais il fait partie de ceux qui ont commis. Il ne peut pas se dédouaner, c'est trop facile. Il ne peut pas se dédouaner. Non, mais je pense que ça s'explique avec force détail. Non, je ne suis pas en train de dire que c'est lui le coupable, mais je suis presque sûr qu'il ne peut pas être innocent. Ça, au moins, je suis sûr qu'il ne peut pas être innocent. Alors, parce que c'est le chef, il était l'aide des camps et puis le chef des éléments d'élite. Mais justement, Bruce Preston, jusque-là, tout le monde a nié, presque, mais Toumba, lui, est en train de sortir des éléments nouveaux pour la justice. C'est normal que les gens nient.
Quand ils commettaient, bon, maintenant, là, ils sont face à leur destin. Donc, c'est normal qu'ils jouent à la comédie, mais la justice, c'est que, bon, au-delà de la comédie, les faits sont là. Hein. Bamba Idriss. Moi, je ne peux pas juger de la véracité des propos de Toumba, véracité ou pas. Mais ce qui est important ici, c'est que la parole est libérée. Le procès a lieu en Guinée et puis les choses se déroulent normalement pour l'instant. Au-delà de, comme il a dit, des scènes théâtrales qu'on voit, qui font marrer tout le monde, mais je pense que les gens s'expriment. Ça, c'est déjà important. Et il appartiendra maintenant au tribunal de juger. Et pour les décisions, moi, je vois les décisions l'issue du procès. Je vois à deux niveaux. Une décision en amont et une autre en aval. Dans un premier temps, il y aura des condamnations. Bien évidemment, c'est un procès, il y aura des condamnations. Les coupables seront condamnés. Mais je pense qu'à la suite, j'estime, pour la réconciliation en Guinée, il pourrait y avoir quand même une amnistie de la part des autorités. Bon, des autorités militaires, oui. Ce que je voulais ajouter sur ce que Bamba vient d'indiquer, c'est vrai qu'aujourd'hui, le régime militaire qu'on attend pour se faire adouber par la population, met ce procès-là comme un os, comme ça, où les gens sont en train de croquer. Mais c'est qu'eux-mêmes, là, je crois qu'il y a 2 semaines, il y a eu des manifestations, il y a eu des morts. Donc eux-mêmes, ils savent qu'ils sont aussi visés. Donc aujourd'hui, en tout cas, moi, de mon point de vue, ce procès, il faut qu'il aille jusqu'à terme. Et puis bon, qu'il y ait des condamnations qui serviront de leçon. Et Boga l'a dit, afin que, bon, en Guinée, au moins, aujourd'hui, l'impunité ne soit plus vraiment une vertu. Oui, Boga Souveri, on vous avait demandé la parole. Oui, je voudrais dire que, vous voyez, ici, autour de cette table-là, nous ne pouvons pas dire qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Mais nous observons et nous écoutons. Vous savez, quand vous écoutez des gens, quand vous jugez des gens, moi j'ai une petite expérience de 18 ans de chef de village, nous on règle les problèmes au village. Quand vous écoutez des gens, vous regardez leur langue, vous savez, qui approche de la vérité et qui est loin de la vérité. Quand vous les observez bien. Moi, quand j'écoute Toumba, je pense qu'il ne peut pas être très loin de la vérité. Ce n'est pas la science infuse, mais je pense. Parce que l'homme montre l'image de quelqu'un qui était d'abord d'accord avec Moussa Dadi Camara pour prendre le pouvoir, la façon dont il l'a prise, c'est-à-dire par coup d'État, mais qui avait un objectif précis et qui semble avoir été trahi chemin faisant. Chemin faisant, et qui par la suite a été plus ou moins écarté quand Dadi Camara a eu des ambitions de pouvoir conserver le pouvoir. Mais il a dit qu'il reste toujours proche de Dadis. Mais bien il a répété plusieurs fois qu'il l'aimait bien. Mais bien entendu, il l'aimait bien. On peut bien l'aimer, on peut bien aimer quelqu'un et ne pas partager son point de vue à un certain moment. Ils avaient pris le pouvoir, si je ne m'abuse, comme ils l'ont dit, pour apporter une certaine discipline au niveau de l'armée. Parce que vous savez, ils disent qu'en Guinée, un caporal peut gifler un général sans que rien ne lui arrive, pourvu qu'il soit proche du chef de l'État ou bien des gens du pouvoir. Donc leur objectif était de discipliner l'armée, de mettre en place une bonne armée disciplinée, et puis après, céder le pouvoir aux civils. Chemin faisant, Dadis, lui, prend goût au pouvoir. Mais il est convaincu que l'autre ne partage pas son point de vue. Donc petit à petit, il éloigne, malgré le fait qu'ils sont des grands amis, ils sont d'accord, ils s'aiment, mais il éloigne parce que lui, il vise un objectif autre que celui que les deux avaient mis ensemble. Et c'est l'objectif qu'il vise, qui va l'amener à faire le 18 septembre, là. C'est ça. Et donc, le gars montre que lui, c'est vrai qu'il était proche de Dadi Camara, il était son gouverneur de camp, mais au moment précis de jour où les gens y allaient, lui, il n'était pas là. Mais est-ce que ça fait de lui un innocent? Non, je ne dis pas qu'il est innocent. Je n'ai pas encore prononcé ce mot. Ça dépendra des juges. Mais je dis, quand vous jugez des gens, que vous les écoutez, vous savez à peu près qui se rapproche un peu de la vérité. Bon, le reste, ça dépend du tribunal. Sylvain, oui. Non, ici, dans ce procès, il y a quand même des acteurs. Vous avez dit tout à l'heure dans l'élément que c'est 11 accusés. 13. Toumba est en train de jouer sa partition. Et il a une ligne de défense qui est bien précise. Il s'agit, lui, de se disculper, mais il y a cette volonté d'apporter quelque chose à son pays, d'apporter quelque chose à la justice.
d'apporter sa part de vérité. Et donc là, il ne se retient pas. Il ne se retient pas, c'est ce qui donne l'impression qu'il est en train de faire du théâtre, comme le disait tout à l'heure Preston. Mais c'est quelqu'un qui a été proche du champ d'action et qui a vu un certain nombre de choses. Quand il affirme que ce 28 septembre-là, il y a eu des infiltrés parmi les militaires et que ce sont ces infiltrés qui ont commis les actes de torture et tout ce qu'on a observé. Mais je pense qu'au-delà de tout cela, je le répète encore, la Guinée, après ce procès, doit quand même se regarder dans le miroir, regarder son histoire et puis, avec l'aide des autorités actuelles, se dire qu'on a un pays à construire, on a l'image d'un pays à bâtir. La Guinée ne doit pas permanemment offrir cette image de junte militaire qui arrive, qui massacre les populations et après c'est un éternel recommencement. Ce procès, c'est vrai qu'il se passe en Guinée. Nous devons donc avoir confiance parce que ce sont nos institutions africaines, la justice guinéenne. Il faut faire confiance parce que ce sont des magistrats qui ont été formés dans les mêmes écoles que nos magistrats partout ailleurs. Il faut leur faire confiance pour que ce procès-là soit le plus équitable possible, qu'il soit le plus proche de la vérité possible. Mais en fin de compte, ce que moi je souhaiterais, c'est d'aller dans le sens de l'indemnisation des victimes. Elles sont nombreuses. Ces femmes... Parce qu'on parle de femmes violées. Ces femmes violées qui portent des stigmates de ce 28 septembre, traumatisées à jamais. Ces gens qui ont perdu des êtres chers. Il faut vraiment mettre l'accent sur l'indemnisation. Les morts ne pourront plus revenir, ça c'est sûr, mais il faut mettre l'accent sur l'indemnisation des victimes. Alors, avec l'argument de la défense... Et surtout, ne pas aller dans le sens souhaité par mon ami Preston, quant à dire, oui, bon, ça va être, il faut prendre la réconciliation, donc après, il faut aller vers... C'est peut-être Bamba qui parle Oui, je crois que c'est Bamba, il faut aller vers une amnistie. Je pense qu'on doit arrêter de raisonner comme ça en Afrique, parce que quand on regarde ça, il y a des centaines et des dizaines de morts, et puis bon, on passe par perte de profit, et puis bon, on fait une amnistie, et puis après on recommence. Il faut mettre fin à l'impunité en Afrique. Alors, avec cet argument de la... Oui, Bamba. Un peu rapidement. Non, j'étais en train d'envisager... Oui, puisqu'on parlait de l'issue. Voilà, de l'issue, ça pouvait arriver. Je ne dis pas qu'il faut aller forcément à une amnistie. Ça, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, donc, restons dans la ligne. J'ai compris. Alors, mais justement... Non, mais je peux réagir là-dessus. Vous savez, nous sommes en Afrique et nous avons nos valeurs. Quand on règle un problème, ça peut parvenir à la cohésion dans la société. Ça peut effacer les traces de ça. Vous savez, chez nous, dans notre culture, la prison, nous, on appelle ça Nyinbuta. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire maison de caca. Elle dit, quand on met quelqu'un là-bas, si tu mets quelqu'un en prison, c'est difficile qu'il oublie. L'objectif, ce n'est pas seulement de punir les gens. Quand on fait un procès, quand on juge les gens, in fine, c'est d'arriver à une société harmonieuse. C'est d'arriver à une société où les gens, bon, ils ont dit, ouais, par le passé, on a fait ça, il ne faut plus le faire, mais redevenons des frères. Vous comprenez? C'est pour ça que je souhaite, comme il le dit, en Guinée, il faut qu'on voit qui a fait quoi. Mais quand on aura vu qui a fait quoi, et qu'on aura pris les sanctions, il faut qu'on revienne à la normale. Et que, bon, tout le monde s'accepte de nouveau dans une nouvelle société guinéenne où on va... C'est le cas de la Côte d'Ivoire. La différence, c'est que notre procès, il a eu lieu de l'autre côté. Mais là-bas, et ce qui était encore plus facile, mieux pour la Côte d'Ivoire, c'est que là-bas, on a dit que ceux qu'on a envoyés là-bas, ils n'ont rien fait. Mais à partir de ce moment-là, asseyons-nous et puis prenons des mesures pour que tout le monde rentre dans la société, pour que l'harmonie arrive. C'est ça qu'on doit faire en Côte d'Ivoire, si je veux faire une analogie. D'accord. Mais pour l'instant, restons en Guinée. Vraiment, voilà. Oui. Si on veut... Oui, mais écoutez, quand on parle d'une société en Afrique, il faut faire le reflet sur les autres pays africains, parce que, après tout,
Nous sommes sur le même continent et nous avons Bruce une communauté de destin. Oui, je comprends parfaitement Boga Sivori qui veut à tout prix qu'il y ait un lien entre ce qui se passe en Guinée et puis encore, ce n'est pas les mêmes faits, ce n'est pas les mêmes contextes. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes contextes. Donc, qu'on se garde de faire des transitions assez faciles, quoi. Mais ça peut inspirer aussi. Bien entendu. Ce que moi j'ai envie de dire, c'est qu'en Guinée, tout ce qu'on observe comme crime en Guinée implique toujours les forces de sécurité. Il faut que cette fois-ci, au moins, ça serve de leçon. Donc, s'il y a des condamnations, si le procès est vraiment bien tenu, qu'il y a des condamnations, ça va servir de leçon, même à ceux qui sont là aujourd'hui. Bien sûr. Vous parlez de la vérité, la manifestation de la vérité. Oui. Mais avec cette position des accusés, de nier les faits, est-ce qu'on est sûr qu'on aura Non, ce n'est pas parce qu'un accusé vient à la barre et puis... Qui n'est pas responsable, qui n'est pas coupable. Nier, parce que souvent, lui, il parle d'un chef, mais on sait qu'il y a eu des morts. Les gens n'ont pas été, les personnes là ne sont pas mortes comme ça. Les gens savent qu'il y a eu ces militaires-là, ce jour-là, ils ont vraiment utilisé les armes, ils ont fait usage de leurs armes pour tuer les gens. Donc la justice, ils ont les éléments, les enquêtes de l'ONU, tout ça, les éléments sont là pour attester que les crimes ont eu lieu. Il y a eu des déclarations auparavant. Voilà, donc moi, je ne peux pas se fier à la comédie d'un accusé. Tout coupable, quand il arrive à la barre, son objectif, c'est de sauver sa tête. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il nie qu'il n'est pas coupable. Les juges ont toutes les techniques pour découvrir le coupable. C'est clair. Donc, je pense qu'on va les découvrir. Voilà. Oui. Et je pense que, vous savez, il n'est jamais bien pour un homme d'être accusé de crime. Voilà, et donc, le premier réflexe qu'on a, c'est de dire, non, ce n'est pas moi. C'est pas moi, mais c'est dans vos déclarations maintenant qu'on va vous confondre. Et c'est ce qui va se passer. Et je crois qu'il y a eu du temps. Du temps s'est écoulé. 2009, nous sommes en 2022. Certains accusés ont dû oublier, avec le temps, ont dû oublier leur forfait, tout ce qu'ils ont fait. Mais il appartiendra donc aux juges et aux avocats et tout, de leur rappeler encore ces faits-là qui sont frais dans la mémoire des victimes. Souvent dans les enquêtes, il y a eu des déclarations qui ont été faites, et puis aujourd'hui, à la barre, il dit autre chose. Oui, voilà. D'accord. Alors, la dernière question, Sylvain Debailly en avait déjà parlé, c'est après ce procès, comment les victimes ont satisfaction? Comment on repart les torts? Comment, si vous voulez, on peut passer à une sorte d'indemnisation des victimes? Boga Sivori, est-ce qu'on peut l'envisager, par exemple? Oui, bien sûr. Il faut indemniser les victimes. Mon confrère disait tout à l'heure que ça ne sert à rien de faire une analogie, mais il faut le faire. Il faut le faire. Vous voyez, hier, quand la Côte d'Ivoire était en guerre, il y a certains pays qui riaient autour de nous. Aujourd'hui, la guerre est chez eux, non? La Côte d'Ivoire était en guerre. La Côte d'Ivoire était en guerre. Contre quel pays? La Côte d'Ivoire était en guerre civile. Si tu veux, je peux ajouter ça. Bon, d'accord, vous parlez de la crise de 2002. Je parle de la crise de 2002. Oui. On va aller rapidement, on n'a pas suffisamment de temps. Je veux parler de la guerre. Les mots ont leur sens. Je veux venir. S'il vous plaît, on va aller rapidement. Il faut indemniser les victimes. Ça permet de soulager les gens qui ont perdu des sommes chères. Ça leur permet d'entrer de nouveau dans la société. Et c'est pour ça que quand je dis, je fais une analyse, ici on n'a indemnisé qu'une partie des victimes en Côte d'Ivoire. Une seule partie des victimes en Côte d'Ivoire. Dans l'autre cas, il y a eu des victimes, on n'a pas indemnisé. Il faut arriver là. C'est ça qui amène une société où les gens... Non, je ne l'affirme pas, c'est des faits. Je dis, c'est ça qui amène une société qui sort de guerre, de redevenir une société normale. Une société où les gens on vous a bien de compris, Boga Sivori. On a entendu également Sylvain Debailly sur ça. Il est tout à fait d'accord pour l'indemnisation. C'est peut-être vous, Preston et Bamba. Je ne peux pas laisser Boga dire qu'on a indemnisé une partie de la population. Mais c'est ça la vérité, frère. Non. Boga, vous avez fini. À l'époque, c'est Madame la ministre Mariatou qui était à la cohésion. Au secrétariat national. Moi, je couvrais l'activité. Bon, comment on peut savoir que cette victime-là est de l'Est, ou bien de l'Ouest, ou bien de quel camp? Non, mais ils étaient organisés et ils avaient un chef. S'il vous plaît, laissons vous Preston terminer. La question qui se pose, c'est est-ce que... Tout a dit que l'indemnisation-là, on n'a pas trié. Ça, je peux attester, puisque moi-même, je faisais des reportages, je peux attester que
concernait l'ensemble de la population. Je ne crois pas que Mme Marietou, à l'époque, là, disait que, bon, aujourd'hui, là, on indemnise les gens du RHDP, ou bien non. Non, c'est pas de ça que je parle. S'il vous plaît, on va faire le tour, si c'est possible. Mais Bamba, Voilà, oui. on a tous vécu cela. Pas dévoyer le débat. Moi-même, j'ai été aussi dans le reportage. Je pense que l'appel avait été lancé à toutes les victimes, sans exception. Maintenant, là, est-ce qu'il revenait à la ministre à l'époque, elle n'était pas encore ministre, mais tout, d'aller voir qui est de tel bord, non. Bon, d'accord. L'appel a été lancé à tout le monde. Oui, on s'est compris. On va revenir au cas de la Guinée, s'il vous plaît. On va vraiment rester sur le cas de la Guinée. Il nous reste à peine 1 minute, mais c'est pour la dernière fois qu'on va attendre Sylvain. D'accord. Oui. Quand on revient au cas de la Guinée, moi, je mets encore l'accent sur ça. Les réparations. Pour moi, c'est important. C'est important parce que ce sont des familles entières. Il y en a même qui ont été décimées. Ce sont des femmes violées. Vous savez ce que représente le viol en Afrique. Il faut faire les réparations. C'est pour ça que ce procès-là doit amener le gouvernement, peut-être civil plus tard, à prendre vraiment tout le problème à bras le corps et de définir une bonne politique d'indemnisation des victimes. Alors, vraiment, le temps court très vite. On a été très heureux d'être avec vous. Je rappelle que cette émission pour la rediffusion, c'est le mardi, après le flash de 10h. Merci à tous. Merci à Bruce Preston, éditorialiste. Bamba Idriss de Soir Info, Sylvain de Baï Connexion Ivoirienne, Boga Sivori, journaliste. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.